le silence. On imagine souvent que la mort est un grand vide noir, une absence de tout. Mais ce n'était pas mon cas. Pas du tout. Je m'appelle Catherine, j'ai 67 ans et cet après-midi-là, dans ma propriété au cœur de la Provence, le temps s'est simplement arrêté. Un accident vasculaire, ont dit les médecins plus tard. Mais pour moi, c'était comme si j'étais devenue une ombre invisible mais terriblement présente, prisonnière de mon propre corps. Je me souviens encore de l'odeur entêtante des lavandes qui entraient par la fenêtre ouverte de ma chambre. Ce parfum, si doux et si cruel à la fois. Je ne pouvais plus ouvrir les yeux, ni bouger un cil, rien. Pourtant, mes oreilles captaient chaque vibration, chaque souffle suspect autour de mon lit. C'est étrange, n'est-ce pas? On passe sa vie à regarder sans voir, et tout à coup, dans l'obscurité de mon coma, j'ai enfin commencé à comprendre. La vérité. J'entendais les bruits de pas familiers sur le parquet ancien. C'était Élodie, ma belle-fille. Elle est entrée dans la pièce avec cette légèreté que je lui avais toujours enviée. Mais ce jour-là, ses pas résonnaient différemment. Plus froid, plus pressé. Je l'ai entendu s'approcher de mon oreille. Son parfum, un mousse trop lourd, trop agressif pour une chambre d'hôpital improvisée, m'a donné la nausée. Elle a murmuré, d'une voix que je ne reconnaissais plus, « Oh Catherine, si vous saviez comme j'attends que vous partiez enfin. » Ces mots ont été comme une lame de glace dans mon cœur. Elle ne savait pas que je l'écoutais. Elle pensait que j'étais déjà une statue de marbre, prête pour le cimetière. Puis j'ai entendu le clic de son téléphone. Elle a appelé quelqu'un un homme, et sa voix est devenue soudainement mielleuse, presque dégoûtante. Elle lui a dit que le notaire attendait, que Lucas, mon cher fils, ne se doutait de rien et que bientôt la propriété serait à eux deux. À ce moment-là, j'aurais voulu hurler, me lever et la chasser de ma vue. Mais j'étais clouée là, immobile. Mais le pire, le coup de grâce est venu juste après. Elle a ri, un rire sec, en parlant de Julien, mon petit-fils adoré, mon petit soleil de 7 ans. Elle a dit à cet homme au téléphone, « Ne t'inquiète pas, Lucas croit toujours qu'il est le père. Il travaille comme un fou pour un enfant qui n'a même pas une goutte de son sang. » Mon sang à moi, par contre, il s'est glacé. Julien, mon petit Julien, n'était pas le fils de Lucas. Cette trahison n'était pas seulement une affaire d'argent ou d'amant, c'était un poison injecté au cœur même de notre lignée. Je sentais mes larmes brûler derrière mes paupières closes, mais elles ne coulaient pas. Pas encore. J'ai compris alors que ma mission n'était pas de mourir, mais de rester là, dans cette pénombre, pour tout apprendre, pour tout noter dans mon esprit. Le soleil de Provence continuait de briller dehors, ignorant le drame qui se jouait dans cette chambre. C'est ainsi que ma longue veille a commencé. 29 jours de silence, 29 jours de secret. Mais Élodie faisait une erreur fatale, une erreur que mon expérience d'avocate m'avait apprise à ne jamais commettre. Elle sous-estimait la patience d'une mère qui n'a plus rien à perdre, sauf l'honneur de son fils. C'est étrange comme l'ouïe devient une arme quand tous les autres sens vous abandonnent. Dans cette chambre où le temps semblait s'être cristallisé, chaque petit bruit devenait une pièce du puzzle que je reconstituais, là derrière mon front immobile. Élodie, ma belle-fille au visage d'ange et au cœur de pierre. Elle ne se cachait même plus. Pour elle, j'étais déjà un meuble, une relique du passé qu'on oublie de dépoussiérer avant de s'en débarrasser. Je me souviens de ce deuxième après-midi. Le cliquetis des talons aiguilles d'Élodie sur le carrelage de la terrasse, juste sous ma fenêtre. Elle n'était pas seule. Son amant était là chez moi, dans le sanctuaire de Lucas. J'ai reconnu sa voix, c'était Marc, un agent immobilier sans envergure qu'elle nous avait présenté comme un ami de la famille. Quelle ironie, n'est-ce pas? Il parlait de l'urne, enfin, pas une urne funéraire, non. Il parlait de ma maison, ce vieux domaine familial qu'il considérait déjà comme une simple pile de billets de banque. Marc disait, d'une voix traînante et vulgaire, « Si la vieille s'éteint cette semaine,
On peut signer le compromis de vente avant l'automne. Lucas est tellement dévasté qu'il signera tout ce qu'on lui mettra sous le nez sans regarder. Et Élodie a répondu par un petit rire. Un rire qui m'a fait plus de mal que mon accident vasculaire. Oh Marc, Lucas est un idiot sentimental. Il croit que garder cette maison est une promesse faite à son père. Il ne réalise pas que je vais le vider de chaque centime avant de demander le divorce. Mon pauvre Lucas. Mon fils, si droit, si honnête, il passait ses journées à Lyon à se tuer au travail pour offrir à sa femme une vie de luxe, pendant qu'elle planifiait sa ruine ici même, dans le jardin de son enfance. Mais le plus cruel, c'est ce qu'il prévoyait pour son avenir après ma mort. Il parlait de l'accident financier. Élodie avait déjà commencé à falsifier des signatures sur des documents de prêt, profitant de la confiance aveugle de mon fils. Elle voulait qu'il soit criblé de dettes, incapable de se battre pour la garde de Julien, enfin, de leur Julien. Je les écoutais planifier la destruction méthodique d'une vie, tout en grignotant mes macarons préférés que Lucas m'avait apportés le matin même. Je sentais la rage bouillir en moi, une chaleur intense qui parcourait mes veines atrophiées. Si seulement je pouvais bouger un doigt, juste un, pour leur montrer que la vieille n'avait pas encore dit son dernier mot. Mais j'ai compris une chose essentielle ce jour-là. La colère ne sert à rien si elle n'est pas guidée par la précision. J'étais comme une araignée au centre de sa toile, invisible, absorbant chaque détail technique de leur trahison. Les montants, les noms des complices, les dates, tout s'imprimait dans ma mémoire de juriste. Ils pensaient que les fissures étaient dans mon cerveau. Mais non, les fissures étaient dans leur plan et elles commençaient déjà à s'élargir. Parfois, Julien entrait dans la chambre en secret. Il s'asseyait près de moi et me racontait ses journées à l'école d'une petite voix triste. Il me disait « Grand-mère, maman dit que tu ne reviendras jamais, mais moi je sais que tu dors juste parce que tu es fatiguée. » Oh, mon petit ange, si tu savais, tu n'es peut-être pas du même sang que les propriétaires de ce domaine, mais tu es l'âme de cette maison. Et pour toi? Ah oui, pour toi et pour Lucas, je vais apprendre à revenir de l'enfer. Pas pour me venger, non, mais pour restaurer la vérité avant que le toit ne nous tombe sur la tête. Encore un peu de patience, Catherine. Juste encore un peu de patience. Le silence d'une chambre de malade est trompeur. On croit qu'il ne s'y passe rien, mais c'est là que les masques tombent le plus lourdement. Ce jour-là, l'air était étouffant, lourd de l'orage qui menaçait sur les collines du Luberon. Élodie est entrée avec Marc, encore lui. Il ne prenait même plus la peine de baisser la voix. Pour eux, j'étais devenue un objet, une commode ancienne qu'on finit par ignorer. Ils se sont installés près de la fenêtre, là où je garde mes roses préférées dans un vase en cristal. J'ai entendu le tintement du verre, il trinquait. À quoi? À ma fin prochaine. Marc riait de ce rire gras qui me hérissait les poils. Alors, a-t-il dit, quand est-ce qu'on s'occupe de la collection de bijoux de la vieille? Il y a cette broche en diamant, celle en forme de rose, elle vaut une fortune sur le marché noir à Marseille. Cette broche. C'était le cadeau de mariage de mon mari, un héritage que je comptais léguer à la future femme de Julien, si seulement il avait été notre sang. Et c'est là, juste là, entre deux gorgées de vin, que la vérité la plus hideuse a éclaté. Élodie a soupiré, une sorte de soupir d'ennui. Ne sois pas si pressé, Marc. Julien est notre meilleure assurance-vie. Tant que Lucas croit qu'il est le père, il continuera à verser l'argent sur le compte d'épargne-études, un compte auquel j'ai seul accès, grâce à sa procuration. Mon cœur invisible a manqué un battement. Elle expliquait froidement comment elle avait séduit Lucas alors qu'elle était déjà enceinte de Marc. Le plan était d'une simplicité révoltante. Utiliser la bonté de mon fils pour donner un nom, un toit et un avenir au fils d'un autre. Le pauvre Lucas, ricanait-elle, il est tellement fier quand il regarde Julien. Il dit qu'il a mes yeux. S'il savait que Julien a surtout ton tempérament de joueur,
Marc, quelle cruauté, n'est-ce pas? Utiliser l'amour paternel comme une chaîne pour mieux l'esclaver. J'écoutais chaque détail de leur mépris. Ils parlaient de Julien comme d'un pion, un investissement à long terme. Pas une once d'amour maternel, juste de la comptabilité. Ils prévoyaient même de vendre les meubles d'époque, ceux que ma grand-mère avait sauvés pendant la guerre, pour financer leur fuite vers l'Amérique du Sud une fois le divorce prononcé et l'héritage empoché. Il faut juste qu'elle tienne encore quelques jours, murmurait Élodie en désignant mon corps immobile du bout de son verre. Le médecin a dit que le cerveau s'éteignait doucement. On retirera les machines le 30e jour, comme prévu. C'est légal, c'est propre. Et après, la liberté. La liberté. Ils utilisaient ce mot magnifique pour décrire un crime de l'âme. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que sous mes paupières closes, je ne m'éteignais pas. Au contraire, chaque mot, chaque insulte à la mémoire de ma famille agissait comme un électrochoc. Je n'étais plus seulement une mère blessée, j'étais une femme de loi qui rassemblait les pièces à conviction d'un dossier de trahison. Je me suis fait une promesse, là, dans l'ombre de mon coma. Si je devais revenir, ce ne serait pas pour la vengeance mesquine, mais pour la justice. Julien ne méritait pas d'être le fils d'un escroc et Lucas ne méritait pas de vivre dans le mensonge. Ah, le 30e jour, disait-il. Eh bien, nous verrons bien qui de nous trois sera encore debout quand l'orage aura éclaté sur les roses de Provence. Encore un peu de force, juste encore un peu de volonté. Le temps est devenu ma seule monnaie d'échange. Le 29e jour est arrivé, baigné dans une lumière d'automne dorée qui filtrait à travers les rideaux de lin. Selon les médecins, selon leur machine froide, c'était la fin de mon voyage. Mais à l'intérieur de cette prison de chair, un miracle silencieux s'opérait. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Vers 11 heures du matin, j'ai senti une décharge, une petite étincelle de vie au bout de mon index droit. Un frémissement, presque rien. Mais pour moi, c'était le tonnerre. Mes muscles, atrophiés par des semaines d'immobilité, ont répondu à l'appel de ma volonté. J'aurais pu ouvrir les yeux à ce moment-là, hurler de joie, appeler Lucas. Mais j'ai retenu mon souffle. Pourquoi? Parce que j'ai entendu la porte s'ouvrir. Élodie est entrée, accompagnée de l'infirmière. Elle affichait ce visage de circonstance, ce masque de tristesse qu'elle portait pour le monde extérieur. « C'est demain, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé d'une voix feutrée. L'infirmière a hoché la tête. « Oui, à 10 heures, selon les instructions de votre mari et du protocole médical. » J'ai senti la main d'Élodie se poser sur mon bras. Sa peau était froide. Elle a murmuré quand l'infirmière s'est éloignée. « Encore quelques heures, Catherine. Ne faites pas de vagues maintenant. » Ah, si elle savait. À cet instant précis, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie de juriste, rester morte aux yeux du monde pour mieux observer le crime. C'était une symphonie de patience, n'est-ce pas? Rester immobile alors que chaque fibre de mon être criait sa résurrection. J'ai écouté Lucas entrer dans la pièce plus tard dans la soirée. Il a pleuré. Oh, ses sanglots me déchiraient le cœur. Il a pris ma main, celle-là même qui venait de bouger, et il a murmuré. « Pardonne-moi, maman, je n'ai pas la force de te voir souffrir plus longtemps. Demain, je te laisserai partir, mon fils. Ta douleur était le prix que je devais payer pour ta liberté future. Si je m'étais réveillée alors, Élodie aurait trouvé une autre ruse, une autre manipulation. Je devais la laisser aller jusqu'au bout de son arrogance. Elle devait se croire victorieuse pour devenir imprudente. J'ai passé cette dernière nuit à m'entraîner mentalement. Je répétais mes gestes, je planifiais mes mots. Je n'étais plus une victime en sursis, j'étais une ombre qui préparait son retour. Le silence de la chambre n'était plus une tombe, c'était une salle d'attente. J'écoutais le tic-tac de la pendule dans le couloir. Chaque seconde me rapprochait de la lumière. Ah! La patience est une fleur qui pousse lentement, mais son fruit est infaillible. Demain, à 10 heures, le rideau allait se lever et
J'avais bien l'intention de diriger la fin de cette pièce, encore quelques heures de nuit, juste quelques heures, 10 heures du matin. Le moment fatidique était arrivé. J'entendais le bourdonnement des voix dans le couloir, le bruit métallique des chariots et ce silence pesant qui précède les adieux définitifs. Lucas était là. Je sentais son souffle court près de mon visage, sa main tremblante qui serrait la mienne. Élodie, elle, se tenait un peu en retrait, dégageant une impatience que seul moi pouvais percevoir. Au moment où le médecin s'approchait pour débrancher les moniteurs, j'ai décidé qu'il était temps de briser le sortilège. Pas de sursaut violent, pas de cri théâtral. Non, j'ai simplement laissé mes paupières papillonner doucement, comme si je sortais d'une sieste dominicale sous les tilleuls. Quand mes yeux se sont enfin posés sur le visage dévasté de mon fils, j'ai vu un éclair d'incrédulité, puis une joie si pure qu'elle m'a presque fait oublier ma mission. « Maman » a-t-il soufflé, la voix brisée par l'émotion. J'ai regardé autour de moi avec un air de confusion savamment orchestré. J'ai laissé mon regard glisser sur Élodie. Elle était livide, figée comme une statue de sel. Son triomphe venait de s'évaporer en une fraction de seconde. Pour parfaire mon rôle, j'ai articulé d'une voix faible, un peu rauque. « Où suis-je, Lucas? Pourquoi pleures-tu? Et cette dame, qui est-ce » L'effet fut immédiat. Élodie a laissé échapper un soupir de soulagement mal dissimulé derrière son choc. Si j'étais amnésique, je n'étais plus une menace. Le médecin s'est empressé de m'examiner, parlant de miracle médical, tandis que j'observais à travers le voile de ma prétendue confusion ma belle-fille reprendre ses esprits. Elle s'est approchée, feignant une tendresse écœurante. « C'est moi, Élodie, votre belle-fille. Vous ne vous souvenez pas ?» J'ai secoué la tête doucement, affichant un sourire fragile et innocent. « Ah, pardonnez-moi, ma chère. Ma mémoire est comme une brume sur les collines ce matin. » Les jours suivants ont été une danse délicate. J'ai accepté de retourner au domaine pour ma convalescence, prétextant que les murs familiers m'aideraient à retrouver mes souvenirs. Lucas était aux anges, persuadé que le destin nous accordait une seconde chance. Élodie, quant à elle, était redevenue imprudente. Elle pensait que j'étais une vieille femme inoffensive, dont le cerveau avait été endommagé par le coma. Elle ne savait pas que chaque fois que je fermais les yeux pour me reposer, je notais mentalement ses moindres faits et gestes. Je la voyais passer des appels nerveux, je l'entendais chuchoter avec Marc dans les couloirs au sujet de la vieille folle qui retardait leurs plans. Elle se croyait en sécurité derrière mon amnésie de façade. Mais derrière ce regard vide que je lui adressais, je préparais minutieusement le terrain. Je ne voulais pas seulement dénoncer sa trahison, je voulais que la vérité éclate de telle sorte que Lucas puisse reconstruire sa vie sur des bases solides, sans haine destructrice. Je redevenais l'avocate, mais cette fois, le tribunal était mon propre salon et le juge serait la conscience de chacun. La partie d'échecs venait de commencer et j'avais déjà plusieurs coups d'avance. La vie au domaine avait repris un semblant de normalité, mais sous la surface, l'eau bouillonnait. Pour mener à bien mon projet, j'ai instauré un rituel, le déjeuner dominical dans le jardin, sous la tonnelle de vigne vierge. C'était le théâtre parfait. Élodie, se croyant protégée par mon amnésie, affichait une assurance presque insolente, tandis que Lucas retrouvait peu à peu le sourire. Un dimanche, j'ai invité le docteur Girard, un vieil ami de la famille, à se joindre à nous. J'avais préparé le terrain avec lui la veille, prétextant une inquiétude sur les prépositions génétiques de ma lignée après mon accident. Au milieu du repas, alors que le soleil de Provence jouait avec les ombres sur la nappe en lin, j'ai lancé la discussion avec une candeur désarmante. « Dites-moi, Girard, j'ai lu dans une revue médicale que certains AVC pouvaient être liés à des traits héréditaires très spécifiques. Pour la sécurité de Julien, ne devrions-nous pas faire un bilan génétique complet, une sorte de carte d'identité biologique pour nous tous ?» J'ai observé Élodie du coin de l'œil. Sa fourchette a heurté son assiette avec un bruit sec.
Le silence s'est installé, seulement troublé par le chant des cigales. Elle a tenté de reprendre contenance en buvant une gorgée de vin, mais ses doigts tremblaient légèrement. Lucas, toujours aussi protecteur, a tout de suite acquiescé. « C'est une excellente idée, maman. Si cela peut éviter à Julien de traverser ce que tu as vécu. » C'est peut-être un peu excessif, non ?» est intervenue Élodie, la voix légèrement trop aiguë. « Julien n'a que 7 ans. Pourquoi lui imposer des tests médicaux si tôt? Il est en parfaite santé. » J'ai posé ma main sur la sienne, avec une douceur qui devait lui sembler terrifiante si elle soupçonnait la vérité. « Oh, ma chère, ce n'est qu'une simple prise de sang. À mon âge, on réalise que le plus beau cadeau qu'on puisse laisser à ses enfants, c'est la clarté. La clarté sur nos origines, sur ce que nous portons en nous. » Pendant tout le reste du déjeuner, j'ai continué ce petit jeu, parsemant mes phrases d'allusion à la loyauté des ancêtres et à la transparence nécessaire au sein d'un foyer. Je ne l'accusais pas, j'installais simplement un miroir devant elle. Je voulais qu'elle se sente à l'étroit dans son propre mensonge. Plus tard dans l'après-midi, j'ai surpris une conversation tendue près du cellier. Marc était venu prendre des nouvelles. Élodie était paniquée. Elle chuchotait qu'il fallait agir vite, que la vieille devenait obsédante avec ses histoires de génétique. Marc, lui, tentait de la calmer, parlant de falsifier les futurs résultats si nécessaire. Il tombait dans le piège. En pensant devoir manipuler des preuves médicales, ils allaient laisser des traces bien plus tangibles que de simples murmures dans une chambre de coma. Je me sentais redevenir la procureure que j'étais autrefois, préparant son réquisitoire, non pas avec de la haine, mais avec une précision chirurgicale. La vérité n'était plus très loin, elle flottait dans l'air, aussi réelle que l'odeur de la terre chauffée par le soleil. Il existe une forme de justice plus subtile que les tribunaux. C'est celle qui s'attaque directement à la conscience. Pour forcer Élodie à se confronter à sa propre noirceur, j'ai décidé d'utiliser la générosité comme une arme. Un matin, je l'ai appelée dans mon boudoir, là où la lumière du matin caresse les meubles en noyer que Marc convoitait tant. J'ai ouvert mon coffret à bijoux devant elle. Elle a eu un petit tressaillement, ses yeux brillants d'une lorgne qu'elle ne pouvait réprimer. « Élodie, ma chère, » ai-je commencé d'une voix traînante. Puisque ma mémoire me fait défaut, je préfère mettre ces trésors entre de bonnes mains. Prenez cette broche, la rose de diamant. Elle appartient aux femmes de cette famille qui ont su garder le foyer uni. C'était fascinant d'observer son visage. Sa main a hésité avant de s'emparer du bijou. Elle ressentait un mélange de triomphe matériel et une terreur indicible. En lui offrant ce qu'elle comptait voler, je transformais son butin en un poids psychologique écrasant. Chaque fois qu'elle porterait cette broche, elle se rappellerait mon regard amnésique et la trahison qu'elle cachait. Je l'ai tenue par le poignet, juste une seconde de trop pour que ce soit naturel. Promettez-moi une chose. Promettez-moi que la vérité sera toujours le socle de cette maison, même quand je ne serai plus là. Ses yeux ont fui les miens. Elle a bégayé une promesse vide, fuyant la pièce presque aussitôt. Le soir même, j'entendais des éclats de voix monter de leur appartement. L'ambiance au domaine était devenue électrique. Ma feinte générosité agissait comme un poison lent. Marc, lui, s'impatientait. Il ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas encore quitté le domaine avec les bijoux. Élodie, par contre, commençait à craquer sous la pression de ma bienveillance. Elle devenait erratique, soupçonneuse. Elle fouillait mes affaires quand elle me pensait endormie, cherchant sans doute un signe que je jouais la comédie. Moi, je restais sereine. Je passais mes après-midi dans le jardin avec Julien. Je le regardais courir et je me disais que ce petit garçon n'avait pas apporté les péchés de ses parents biologiques. Mon rôle n'était pas de le rejeter, mais de le protéger de la tempête qui arrivait. Lucas, lui, voyait l'agitation de sa femme, mais l'attribuait à la fatigue. La tension était à son comble. Le dossier médical de Julien allait bientôt arriver par la poste.
J'avais fait en sorte que ce soit Lucas qui réceptionne le courrier ce jour-là. Le piège était parfaitement en place, non pas par la force, mais par l'orchestration silencieuse d'une mère qui avait appris, dans le silence de son coma, que la vérité finit toujours par germer, peu importe la profondeur à laquelle on tente de l'enterrer. Le courrier est arrivé un mardi, vers 14 heures, juste au moment où le vent se levait sur les collines. Lucas l'a ramassé sur le guéridon de l'entrée. C'était l'enveloppe blanche du laboratoire, scellée, anodine en apparence, mais contenant de quoi réduire un monde en cendres. Je l'attendais sur la terrasse, feignant de lire un vieux recueil de poésie, le cœur battant avec une régularité de métronome. « Maman, c'est pour les tests. Tu es sûre que tu veux l'ouvrir ?» a demandé Lucas, sa voix trahissant une légère inquiétude. Élodie est apparue dans l'encadrement de la porte. Son visage était d'une pâleur cadavérique, ses yeux fixés sur l'enveloppe comme si c'était une arme chargée. « Ouvre-la, mon fils, pour que nous puissions enfin dormir en paix, » ai-je répondu avec un calme olympien. Lucas a déchiré le papier. Un silence de plomb s'est abattu sur le domaine, seulement brisé par le froissement des feuilles mortes sous le vent. J'ai regardé son visage, j'ai vu l'incompréhension, puis le doute, et enfin cette douleur sourde qui commence à monter quand le sol se dérobe. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Maman, ils disent que Julien n'a aucun lien génétique avec moi. C'est à cet instant qu'Élodie a craqué. Elle a commencé à hurler que le laboratoire s'était trompé, qu'elle allait les poursuivre en justice, tout en reculant vers l'escalier. Marc est sorti de l'ombre du cellier, les clés de sa voiture à la main, prêt à s'enfuir comme le rat qu'il a toujours été. C'est alors que je me suis levée. Lentement. Ma main n'avait plus besoin de canne, mon regard n'était plus perdu dans la brume. Lucas m'a regardé, pétrifié. « Assieds-toi, Lucas, et vous, Élodie, Marc, restez là. » Ma voix, celle de l'avocate que j'étais, a résonné avec une autorité que personne n'osait contester. « Tu te demandes comment je sais, Lucas. Je sais tout. J'ai tout entendu pendant ces 29 jours de silence. Chaque mot, chaque rire sur ma mort prochaine, chaque plan pour te ruiner, et l'aveu de votre liaison dans ma propre chambre d'hôpital. » Élodie a laissé échapper un cri étouffé, se tenant les côtes comme si elle ne pouvait plus respirer. Marc, lui, évitait mon regard, cherchant désespérément une issue. Je ne criais pas. J'énonçais les faits, froidement, méthodiquement. J'ai récupéré les bijoux que vous aviez déjà commencé à brader. J'ai annulé les procurations frauduleuses que tu as signées, Élodie, grâce à un ami banquier qui a été très surpris par tes récentes activités. Et j'ai les enregistrements de vos conversations privées dans ce jardin. Lucas pleurait, les mains sur le visage. La trahison de sa femme était une chose, mais la perte de son identité de père était un gouffre. Je me suis approchée de lui et j'ai posé ma main sur son épaule. La vérité est là, Lucas. Elle est cruelle, mais elle te rend libre. Maintenant, nous allons décider de ce qui se passe, ensemble. Le soleil commençait à descendre derrière les vignes, jetant de longues ombres sur nous quatre. La comédie était finie. Le tribunal de la vie venait de rendre son verdict. Le silence qui a suivi mes révélations était plus lourd que celui de mon coma. C'était un silence de ruine. Élodie s'était effondrée sur un fauteuil en osier, ses mains tremblantes cachant son visage. Marc, dépouillé de son arrogance, fixait ses chaussures comme s'il espérait que la terre s'entr'ouvre. Lucas, lui, regardait le vide, le cœur en lambeaux. J'ai repris la parole, ma voix s'adoucissant, dépouillée de toute colère. Je pourrais appeler la police, Élodie. Les preuves de fraude et d'abus de faiblesse sont suffisantes pour vous envoyer, Marc et vous, derrière les barreaux pour de longues années. Un sanglot a échappé à ma belle-fille, mais je n'en avais aucune satisfaction. Mais je ne le ferai pas, ai-je continué. Lucas a levé la tête, surpris. Pas par pitié pour vous, mais pour Julien, ce petit garçon dort à l'étage. Il ne sait rien du poison qui coule dans vos veines. Si je vous envoie en prison, son enfance devient un fait divers. Son nom sera traîné dans la boue des tribunaux.
Je me suis avancée vers Élodie et j'ai posé sur la table la broche en diamant qu'elle m'avait volée, ou plutôt que je lui avais tendue comme un piège. Voici le marché, Élodie. Vous partez. Maintenant. Vous signez un acte de renonciation totale à tout droit sur ce domaine et sur l'argent de Lucas. Vous disparaissez de nos vies. Marc a voulu dire quelque chose, sans doute pour réclamer sa part, mais mon regard l'a cloué sur place. Quant à Julien, Lucas l'aime. Je l'aime. Il ne sait peut-être pas que son sang ne vient pas d'ici, mais son âme, elle, a grandi sous ses tilleuls. Il restera ici. Vous direz qu'une opportunité de carrière vous appelle à l'étranger, ou n'importe quel autre mensonge dont vous avez le secret. Vous partirez seul. Élodie a levé les yeux, baignée de larmes. « Vous voulez me prendre mon fils ?»« Non, » ai-je répondu fermement. « Je veux sauver un enfant d'une mère qui parlait de lui comme d'une assurance vie sur mon lit de mort. Vous n'avez jamais été une mère, Élodie. Vous étiez une prédatrice. Julien mérite la loyauté, pas la manipulation. » La négociation fut brève. Dans l'ombre des vignes, la peur du scandale et de la prison l'a emporté sur le reste. Ils sont partis dans l'heure, avec seulement leurs valises, laissant derrière eux le parfum de leur trahison. Lucas est resté longtemps assis dans le noir, après le départ de la voiture. Je me suis assise à côté de lui sans rien dire. Finalement, il a murmuré « Maman, je ne sais pas si je peux encore le regarder sans voir leur visage. » J'ai pris sa main dans la mienne. « Le sang n'est qu'un véhicule, Lucas. C'est l'amour qui fait le père. Tu l'as nourri, tu l'as protégé, tu lui as appris la bonté. C'est cela qui est réel. Le reste, ce n'est que de la biologie. Nous allons guérir, mon fils. Pas par la haine, mais par la vérité. » Ah, la justice humaine ne se trouve pas toujours dans un code pénal. Parfois, elle se trouve dans le courage de clore un chapitre sombre pour protéger une étincelle d'innocence. Ce soir-là, sous les étoiles de Provence, j'ai senti que mon réveil n'avait pas servi à punir, mais à libérer ceux que j'aimais de l'emprise des ombres. 6 mois ont passé, 6 mois depuis que la tempête a balayé le domaine pour ne laisser derrière elle que le silence apaisé de la terre après l'orage. Je suis assise sur mon banc de pierre habituel, celui qui surplombe la vallée. Le soleil décline lentement, baignant les collines d'une lumière orangée presque irréelle. À côté de moi, Julien joue avec un vieux chien de berger, ses rires s'envolant dans l'air pur du soir. Ah! Regardez-le. Regardez cette joie innocente. Certains diraient que je lui ai menti ou que j'ai bâti son avenir sur un secret. Mais en tant qu'avocate et surtout en tant que mère, j'ai appris que la vérité absolue n'est pas toujours celle qui sauve. La vérité, la vraie, c'est que Julien est le fils du cœur de Lucas. Mon fils ne l'a pas rejeté. Après des nuits de doute et de larmes, il a choisi de rester son père. Parce qu'on n'efface pas 7 ans de baisers sur les genoux écorchés avec un simple test génétique. Lucas est là-bas, dans les vignes. Il travaille dur, mais son visage a retrouvé une sérénité que je ne lui connaissais plus. Il est libre, libre de l'emprise d'une femme qui ne l'aimait pas, libre des dettes qu'elle essayait de lui imposer. Nous avons vendu quelques bijoux, ceux qui portaient trop de souvenirs amers, pour assainir les comptes et créer un fonds d'études pour Julien. On me demande parfois si je regrette de ne pas avoir été plus cruelle avec Élodie et Marc. Non. La haine est un poison qui finit par consumer celui qui le porte. Les voir fuir dans la nuit, dépouillés de leur arrogance, était une sentence bien plus efficace que n'importe quelle cellule de prison. Ils ont perdu ce qu'ils ne pourront jamais racheter. Une famille, un nom et la paix de l'esprit. Ils errent quelque part, sans doute déjà en train de se trahir l'un l'autre. C'est là leur véritable enfer. Ah, ce coma m'a tout appris. Il m'a appris que la vie est une affaire de nuances. Nous passons notre temps à courir après des biens matériels, à nous perdre dans des apparences, alors que l'essentiel est là, dans le murmure du vent et la main d'un enfant qui cherche la vôtre. On ne se réveille pas d'un tel sommeil pour redevenir la même personne. Je suis devenue la gardienne de ce sanctuaire,
la sentinelle qui veille sur la fragilité de notre bonheur retrouvé. Le crépuscule tombe sur la Provence. Julien s'approche de moi et pose sa petite tête sur mes genoux. « Grand-mère, tu es encore fatiguée ?» me demande-t-il avec cette sollicitude qui me fait monter les larmes aux yeux. Je caresse ses cheveux blonds et je souris. « Non, mon petit ange, je suis plus réveillée que je ne l'ai jamais été. » La leçon que je voudrais laisser à ceux qui écoutent mon histoire, c'est celle-ci. N'attendez pas de ne plus pouvoir bouger pour apprendre à écouter. La trahison se cache souvent dans les murmures, mais l'amour, le vrai, se trouve dans les silences que l'on partage. Ne cherchez pas la vengeance, cherchez la justice de l'âme, car au final, ce n'est pas ce qu'on nous prend qui définit notre vie, mais ce que nous choisissons de garder et de protéger. Le soleil a disparu derrière l'horizon. La nuit est fraîche, mais notre maison est chaude. Nous rentrons, ensemble, victorieux, non pas par la force, mais par la grâce d'avoir su rester debout quand tout nous poussait vers l'ombre. Ah, la vie est belle, n'est-ce pas? Surtout quand on a enfin appris à la regarder bien en face. L'histoire de Catherine s'achève ici, mais les effluves de lavande et cette leçon de dignité résonnent encore en nous. Ce récit que vous venez d'entendre est le fruit d'une lettre manuscrite de 12 pages que Catherine a confiée à notre émission, envoyée directement depuis son domaine en Provence. En éditant ce témoignage, nous n'avons pas seulement découvert le sang-froid d'une ancienne avocate, mais surtout la grandeur d'âme d'une mère. Elle a choisi le silence plutôt que les cris et la protection de l'innocence d'un enfant plutôt que l'éclat d'une vengeance brutale. Ah! Peut-être que dans la vie, la plus belle des victoires n'est pas de voir ses ennemis souffrir, mais de réussir à préserver la vérité et la paix pour ceux que l'on aime. Et vous, qu'en pensez-vous? Que dites-vous de la décision de Catherine de garder Julien, ce petit-fils qui n'est pas de son sang? Auriez-vous choisi la confrontation directe ou cette diplomatie du silence si puissante? Nous sommes convaincus que chacun d'entre vous porte en lui des secrets, des épreuves ou peut-être même des miracles de résilience. Ne les gardez pas pour vous. Laissez-nous être le messager de votre histoire. Vous pouvez nous envoyer votre témoignage détaillé par email à l'adresse indiquée dans la description. Ou bien, partagez simplement vos réflexions et vos propres récits directement dans l'espace commentaire ci-dessous. Qui sait? Votre histoire sera peut-être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour sortir de l'ombre d'une trahison. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouveau partage à cœur ouvert. Passez une nuit sereine. Guys, I think I'm cracked today. Are we gonna Goobsy here? Goobsy lurking? Are you gonna be able to witness me beat this game? Guys, I'm stuck at, I'm never gonna get past the orange. I need a getting over it category frog to come in really and help me with the orange. I mean, they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context. And once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, Bennett, those moments pass by in seconds. I don't know why I'm struggling. There we go. Over time, hi, Danny. How are we? This vast digital landfill that we call there we go. It now vastly outnumbers. Okay, nice. The things that are fresh and untainted and unused. Okay. Oh, I was really concentrating there. Sorry, everyone. The lingua franca of the digital age. And you can build culture. This game is just my guilty pleasure. I hate it and I love it at the same time. B movies, B music, Bennett. B philosophy. The thing is, you usually get quite a big break in Bennett. This is what digital culture but because I've been playing so fast, a landfill with everything we ever thought of in it. We're just getting a constant stream of content. I might turn him down if I keep getting pissed off. There's 3D models of breakfast. Gen X's fanfic novels. Scan I do quite like. Screen Shia LaBeouf banned snuff scenes on Live Leak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid the noises I make while playing this game. Mashups, car crash, reading an ultimately sad book those days. What book are you reading, Danny? Discarded, forgotten,
Unrecycled. Okay. Muddled. Rotten. Untitled. Oh! Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. Okay. Oh, that wasn't where I was expecting to go, but okay, it works, okay. Oh my god. I mean, it sounds depressing. That's not... The name itself sounds depressing. Oh my god, I'm struggling on... I struggled on this bit last time as well, and I can't remember what I've changed. This game is the equivalent of putting your life savings on roulette and hoping it pays off. Do you think? I think it'd be so sad so early. I'm only on 46%. Oh dear. I mean, I assume it's a... Oh my god, a book about death. Oh, fuck me. I'm struggling. The anxiety build-up, yeah. Oh my god. My mouse is struggling. I don't know if I got my DPI up too high or too low. It's a gay World War I book. Okay, well, yes, you should have known. Shit. Oh my god, that could have been so much worse. Oi. That could have been much worse as well. Oh my god. Fuck me. Okay. Ah! Ah! Chewie doesn't like it. He's left. He doesn't like the shouting. Fuck me. Sorry. Wait. He's gone for a drink. He's like, I'm sick. I can't do this without a drink. He's gone for a sip of his water. Fuck. What's this song? Can someone do exclamation mark song for me? Sorry, why can I? Thank you. Oh, I know it. Okay, that's why I know it. I think this is on one of my co-working playlists, right? Guys, I think I'm gonna have to do this way. I'm used to spamming here, but... Oh, fuck you. Fuck you, shit game. Why am I struggling on the slide? I'm like flicking off it. Exclamation mark SR to request a song. Fuck off. Okay, guys, I've never got stuck here before. What's going on? I've never got stuck here like this before. There we go. That's a good one. Okay, I'm gonna crash out. Hi, Inferno! Hi, it has been a while. Fuck, Chewie. Hi. Hey, Inferno, how